La franc-maçonnerie est la plus grande société secrète du monde, voire de l'histoire de l'humanité. Elle compte des millions de membres sur toute la planète. Pour certains, les origines de la franc-maçonnerie remontent aux Templiers, au XIIe siècle. Pour d'autres, elle est née à Londres en 1717, quand James Anderson en rédigea les constitutions. En 1757, le mouvement commence à s'implanter aux États-Unis. Mais il faut attendre le 19e siècle pour qu'il s'étende vraiment. Les soldats anglais, écossais et irlandais diffusent ces idées en Afrique, en Asie, en Inde, au Moyen-Orient et en Europe. Ainsi, en Europe, la franc-maçonnerie devient une institution secrète en réaction à la politique d'Adolf Hitler. Au moins 80 000 francs-maçons seraient morts dans les camps de concentration nazis. Hitler prétend que les francs-maçons se sont alliés aux Juifs pour prendre le contrôle des milieux financiers et politiques et de la presse en Europe. Une fois au pouvoir, il fait détruire les loges et décide l'extermination pure et simple des francs-maçons. D'après les partisans de la théorie du complot, ce réseau est profondément implanté à Washington. Au niveau mondial, la franc-maçonnerie est dirigée de façon informelle par la Grande Loge d'Angleterre, qui ne reconnaît pas certaines factions dissidentes et indépendantes. La franc-maçonnerie compte au moins 5 millions de membres répartis au sein de très nombreuses loges indépendantes. La plupart des gens s'accordent à dire que les loges maçonniques modernes sont les héritières de la première obédience maçonnique de l'histoire, la Grande Loge d'Angleterre, fondée en 1717 lors du regroupement de 4 loges londoniennes. 6 ans plus tard, elle comptait déjà des centaines de membres répartis en plusieurs groupes appelés loges. Elle s'était en outre dotée d'une constitution écrite énumérant ses règles et ses symboles officiels. On trouve des symboles maçonniques jusque dans la cérémonie d'investiture des présidents américains. Voici George Bush Senior, prêtant serment lors de sa prise de fonction en janvier 1989. Des millions de téléspectateurs sont devant leur poste, mais ils ne voient cependant pas que la Bible que tient George Bush fourmille de signes et de symboles maçonniques. Celle-là même sur laquelle George Washington a prêté serment 2 siècles plus tôt. Ça vient sûrement du fait que de nombreux membres de notre gouvernement étaient adeptes de la franc-maçonnerie, comme les fondateurs de notre pays. George Washington était maçon. Il y a un tableau célèbre qui le représente avec son tablier maçonnique. Un grand nombre des signataires de la Déclaration de l'Indépendance étaient francs-maçons. Et je crois qu'au moins 16 de nos présidents, je ne connais pas le nombre exact, l'étaient également. Elle contient l'alphabet secret d'un des ordres sociaux et spirituels les plus anciens et les plus puissants qui existent encore aujourd'hui. Un ordre qui compte parmi ses membres les plus célèbres Franklin Roosevelt, Sir Winston Churchill et le roi Édouard VIII d'Angleterre. C'est sans doute parce que de nombreux francs-maçons occupent des positions de pouvoir que l'institution a du mal à passer aux yeux du public pour un simple club. L'idée d'une société secrète était compréhensible dans un contexte comme celui du Moyen-Âge et de l'Inquisition. Aujourd'hui, je n'en vois pas le besoin. Après tout, on ne brûle plus les gens sur un bûcher. On devrait donc pouvoir discuter des choses ouvertement et intelligemment. Depuis la naissance de la franc-maçonnerie moderne à Londres il y a près de 3 siècles, cette institution a régulièrement été accusée de complot. Certaines théories sont troublantes. De nombreux cultes actuels sont les descendants illégitimes de la franc-maçonnerie. Le 18 juin 1982, à Londres, le pont de Blackfriars est le théâtre d'un meurtre mystérieux qui propulse les francs-maçons sous les feux de la rampe. Le jour se lève sur un spectacle macabre. Un homme bien habillé est découvert pendu sous le pont. Son portefeuille est rempli d'argent liquide. Il a sur lui un faux passeport et ses poches sont lestées de briques. C'est un banquier italien de 62 ans, Roberto Calvi. La police londonienne met un certain temps avant d'identifier le corps. Roberto Calvi ne porte en effet plus sa fameuse moustache. Remontant la piste du faux passeport italien, elle contacte les autorités à Rome et ce n'est qu'après avoir découvert son identité qu'elle peut tenter de trouver les raisons de cet éventuel suicide. Roberto Calvi a gravi tous les échelons du secteur bancaire avant d'être nommé à la tête de la Banco Ambrosiano, la plus grande banque privée du pays.
Celle-ci entretient des liens étroits avec le Vatican, ce qui vaut à Calvi le surnom de banquier de Dieu. Peu avant sa mort, il avait été arrêté pour détournement de fonds et condamné à 4 ans de prison. En gros, la banque Ambrosiano blanchissait de grosses sommes d'argent. L'argent était expédié vers l'Amérique du Sud et d'autres établissements bancaires outre-mer, puis disparaissait dans la nature. Quand l'affaire a éclaté, il manquait autour d'1,4 milliard dans les caisses. Une partie de cet argent appartient au Vatican. Calvi est tenu pour personnellement responsable de cette faillite. Au cours d'une interview exceptionnelle, son fils Carlo dénonce la corruption qui serait à l'origine de la mort de son père. Il y a 2 aspects à ma démarche. Un aspect personnel, car j'étais très proche de mon père, mais aussi un aspect public, parce que je veux montrer à quel point certains groupes d'intérêt ont corrompu les institutions. La presse à scandale s'en est donnée à cœur joie en apprenant que Calvi était membre d'une société secrète apparemment liée à une ancienne loge maçonnique, la loge P2. La loge P2 a été fondée en Italie à la fin du 19e siècle. Elle a ensuite été peu à peu noyautée par des hauts fonctionnaires, des militaires et des hommes d'affaires véreux, dont beaucoup étaient liés à la mafia. La loge P2 comptait plus de 900 membres très influents. Parmi eux, tous les responsables des services secrets italiens, des banquiers, des hommes politiques et des généraux. En sa qualité de président de la banque Ambrosiano, Roberto Calvi était une recrue de choix pour le chef de la loge P2, Licio Gelli. Il a monté des opérations de chantage en se servant de dossiers volés au service secret italien. Son objectif était de remanier le gouvernement italien selon une ligne politique beaucoup plus autoritaire. Si elle voulait survivre au milieu d'une multitude de groupes financiers et économiques, aussi bien laïcs que religieux, elle devait garder des contacts avec des hommes politiques. Or, la loge P2 servait d'intermédiaire. Les Illuminati. On a eu un exemple flagrant de cela lorsque la banque ambrosienne a fait faillite et que Silvestro Calvo, comme on le sait, a été exécuté et pendu sous le pont Blackfriars il y a quelques mois à peine. Parlez-nous un peu de ça. Bien, c'est une enquête de réouverte parce qu'on a cru d'abord qu'il s'agissait d'un suicide. À la requête de l'épouse de Silvestro Calvo, il y a eu une enquête de fait et on s'est rendu compte qu'il avait été transpercé des 2 poignards car dans les rites de consécration à Lucifer, rendu au 20e degré de consécration, on consacre les épées qui serviront à notre propre exécution si jamais on défaille aux engagements de silence. Et alors, on a trouvé Silvestro Calvo pendu, mais on s'est rendu compte qu'il avait été en plus transpercé de 2 épées. Il a été pendu sous le pont Blackfriars, car les Illuminati, dans leur culte à Satan, se revêtent d'une coule noire, et ce pont conduisait au temple des Blackfriars, qui sont reliés au culte satanique, directement à une enquête qui a été faite à la demande du gouvernement italien, qui se rendait compte qu'il y avait de l'infiltration illuminatiste dans son gouvernement. Il y a eu une enquête qui a démontré qu'il y avait 469 membres du gouvernement, du Parlement, je devrais dire, lesquels étaient impliqués à tous les niveaux, sur le plan de la défense, sur le plan de l'économie et sur le plan des banques et des placements. Et finalement, on a eu 269 condamnations. Et dans cette mise en lumière du propagande des doués, eh bien, il y a eu l'éclatement, notamment, de la banque ambrosienne, qui nous a conduit à cette impasse tragique que nous connaissons pour l'Italie. Ça a été le courage de démasquer l'action du propagando doué en Italie, qui a finalement mis en lumière jusqu'à quel point les Illuminati s'étaient infiltrés partout, j'ose même dire jusqu'au Vatican, et qui finalement ont préparé les esprits à un éventuel nouvel ordre séculier, Novus Ordo Seculorum, mais sous l'égide des Illuminati, pour être finalement sous l'égide universelle, non pas d'un gouvernement mondial, mais de Lucifer lui-même. Je vois cette affaire comme un kaléidoscope, une sorte de mosaïque composée de morceaux minuscules. Il y a le milieu politique italien, le Vatican, la mafia, la franc-maçonnerie.
Certains avaient déjà tenté d'établir un rapport entre la loge P2 et le meurtre supposé d'un autre homme, cette fois un pape. Si on étudie de près les circonstances de la mort de Jean-Paul Ier, certains éléments suggèrent qu'elle n'est peut-être pas aussi naturelle qu'il y paraît. Le pontificat de Jean-Paul Ier n'a duré que 33 jours, mais son élection lui aura été fatale. Selon une théorie largement répandue, il projetait de mener une enquête sur une organisation secrète dont il venait de découvrir les liens avec le Vatican, la loge P2. L'enquête que Jean-Paul Ier aurait menée s'il avait vécu aurait menacé plusieurs cardinaux, des membres de la loge P2, de nombreuses personnes appartenant à la mafia, mais aussi des hommes politiques, des hommes d'affaires et des financiers italiens. Tous ces gens risquaient d'être condamnés à de très lourdes peines de prison.